Ce sont les casques bleus qui ont intervenu en Libye. La France n'est pas partie toute seule. Non, je me suis toujours trouvé à ma place. Et pour que les gens comprennent bien, moi, je suis parti de là-bas de zéro. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivé dans la politique française, pas de piston, pas d'amis, pas de famille, pas de contact, pas de réseau, rien. Lorsque j'ai dit j'aimerais faire venir Stéphane Tiki sur le plateau, j'ai des connaissances qui m'ont dit je l'aime pas ce gars. Aujourd'hui, oublions Stéphane Tiki. Un Sénégalais à qui tu apportes un projet parce que tu es Camerounais va moins te faire confiance qu'à un Américain. C'est pas une question de colonialisme, néocolonialisme de la France tout court. Et c'est pour ça que je veux aussi parler d'un mot qui est important dont on ne parle pas assez chez nous. C'est le mot responsabilité. Ne défaussons pas nos responsabilités sur les autres. C'est pas la faute des autres, c'est nous. La France dépense en Afrique plus de 200 millions d'euros chaque année pour informer l'Afrique. Qu'est-ce que la France gagnerait à dépenser autant d'argent pour informer les Africains? Non mais en fait, Comment est-ce qu'un entrepreneur devrait jongler avec le politicien pour s'en sortir? il y a beaucoup de gens qui font du mal à la France en Afrique. Et pour quelqu'un qui souhaite s'implanter en Afrique, quel est le conseil que je lui donnerais? Eh ben je lui dirais, écoute, il faut sauter. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. La politique, l'entrepreneuriat, la diaspora. Ça, ce sont les 3 mots que j'ai eu à coller sur l'invité que je reçois aujourd'hui chez Ultimate Pod pour ce podcast. Bref, nouvel épisode, nouveau décor, nouvel invité. On ne va pas changer notre petite règle. Ça tire à balles réelles. Ça sera sans condescendance, tu me connais, mais sans complaisance. Notre invité du jour a plusieurs casquettes à son arc. Et en plus de ça, il est toujours entre 2 avions. Pourquoi? Il aura le temps de nous dire pourquoi est-ce qu'il est toujours entre 2 avions. En tout cas, je t'invite à être très attentif parce que s'il y a bien une chose que j'ai compris chez notre invité, c'est qu'il est très éloquent. Donc, sois bien attentif. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. Si jamais tu souhaites enregistrer un contenu de qualité et bénéficier d'un environnement de qualité, rendez-vous chez ultimatepod.fr. Bref, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invité. Bonjour Stéphane. Bonjour Valère. Ben écoute Stéphane, maintenant que tu es parmi nous, avant de commencer à tirer sur toi, qui es-tu pour ceux qui te découvrent? Je m'appelle Stéphane Tiki, j'ai 37 ans depuis quelques semaines. Je suis engagé depuis quelques années, on en parlera plus longuement. Je suis aujourd'hui directeur de développement et porte-parole du premier réseau d'affaires francophones dans le monde, basé sur les PME, qui s'appelle le groupement du patronat francophone. Et je suis chef d'entreprise, puisque j'ai monté une entreprise qui s'appelle Shaba Consulting Group, qui permet d'accompagner les porteurs de projets qui veulent s'implanter sur le continent africain. Voilà, tu vois que le triplet que je t'ai donné tout à l'heure a tout son sens. J'ai parlé de politique, j'ai parlé d'entrepreneuriat et j'ai parlé de diaspora. Bref. Il est bon, hein? Donc, moi, sincèrement, j'ai fait ta connaissance en 2023. Je ne te connaissais pas du tout. Et après, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce que tu faisais. Et ce qui m'a le plus marqué chez toi, c'est le fait de voir quelqu'un qui est né, grandi au Cameroun, qui se retrouve en France, relativement jeune et qui s'engage en politique. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le parcours qui se cache derrière tout ça. En vrai, il n'y a pas de parcours type, mais c'est ce que je dis toujours dans les podcasts que je fais. Chacun doit avoir son feeling, son flair, son étoile et son envie. Moi, c'est vrai que depuis petit, donc je suis né à Yaoundé, je suis né au Cameroun, comme vous l'avez compris. Depuis petit, déjà à l'école, je rêvais d'être délégué de classe. Chaque fois, j'ai adoré les matières comme l'éducation civique, l'engagement, l'histoire, l'État, la République. Donc j'ai toujours été passionné par cette cause-là. Et c'est vrai que je suis arrivé en France après mon bac, donc en 2005. Waouh, c'est là où je me rends compte que ça commence à dater le bac, hein, quand même. 2005, c'est en 2024. Ouais, ah oui. Bientôt 20 ans. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas, mais j'ai été accepté à la Sorbonne à Paris 1. Et quand je suis arrivé à la fac, ma fac a été bloquée. À l'époque, ça s'appelait le CPE, c'était le contrat de première embauche. Et je me suis engagé dans un syndicat qui s'appelait Étudiants contre les blocages, qui au départ ne faisait que s'engager pour débloquer l'université pour permettre aux étudiants d'avoir la liberté de pouvoir étudier. Et c'est vrai qu'à la fin de ça, j'ai rencontré, toujours eu des rencontres, quelqu'un qui m'a dit, voilà, je t'invite à venir, je me rappelle, c'était le 14 janvier 2007, à un meeting de Nicolas Sarkozy qui annonçait qu'il était candidat. Au départ, moi je voyais ça un peu de très loin. Pour que tu rigoles, évidemment, quand j'ai dit à mes parents, qui étaient donc à Yaoundé, que j'allais à un meeting politique, ils m'ont dit, mon fils,
Nous, on t'a envoyé pour faire l'école. La politique, là, c'est une histoire compliquée. Faut Allez, pas fais. rentrer dedans. Je pense que toi-même, tu sais ça. Mm, mm. Et je suis allé, et c'est vrai que j'ai été bluffé. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était un candidat vivant, dynamique, changeant. Par exemple, tous les candidats à la présidentielle française avaient toujours fait ENA, Sciences Po. Lui, il avait fait ni l'un ni l'autre. Ah oui, oui, Il c'est avait vrai. des origines aussi, puisqu'il avait des origines hongroises. Donc, Oui. il était d'ici et d'ailleurs. Dans l'équipe autour de lui, il y avait des personnalités comme Rachida Dati, Ramayad. Et il y avait à la fois des gens comme Johnny Hallyday, mais aussi des gens comme Faudel. Et je trouvais que c'était vraiment un mélange de cette France qui était réconciliable, et puis dans les valeurs qu'il portait, le travail, le mérite, l'engagement. Et voilà, je suis rentré là-dedans au tout départ, donc c'était fin 2006, début 2007. Et je me suis engagé, j'ai été nommé responsable des jeunes dans mon université. Et après, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aller au plus haut. Et j'ai atteint le sommet de cette époque-là, en tout cas, en devenant le premier Africain à être président des jeunes dans l'histoire de la politique française. Euh, c'était un moment d'anthologie. Et puis finalement, celui que j'ai rencontré en 2007 sur un écran de télé où il y avait 250 000 personnes, et bah, j'ai eu un rendez-vous avec lui, comme avec toi là. Et puis surtout, j'ai travaillé à ses côtés. Donc, non, mais j'ai toujours adoré l'engagement. Parce qu'en fait, je trouve que moi, ce qui m'importe dans ma vie, même dans ma vie d'aujourd'hui toujours, c'est l'impact. Et tu te dis qu'on peut faire des choses qui sont impactantes, qui vont être impactantes dans la société ou dans le quotidien des gens. Donc pour moi, l'engagement était lié avec ce mot impact. D'accord, ok. Donc ça part de là. Et est-ce que ça ne te fait pas, pour reprendre tes parents, parce que c'est pas commun de voir des gens qui viennent d'Afrique venir en France avoir un engagement politique. Ma question est, comment tu le vis au quotidien? Est-ce que pour toi ça coulait de source, ou alors par moment tu te retrouves comme ça dans ta chambre ou dans ton salon, je te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi? Non, je me suis toujours trouvé à ma place. En fait, je pense que c'est le rendez-vous d'un homme avec un destin. Je sais pas si c'était mon destin, mais je me suis toujours trouvé à ma place. Et pour que les gens comprennent bien, moi, je suis parti de là-bas de zéro. C'est-à-dire, en fait, quand je suis arrivé dans la politique française, pas de piston, pas d'amis, pas de famille, pas de contact, pas de réseau, rien. Mais d'abord, l'ambition de faire. Voilà. Et puis, la formation sur des valeurs importantes, la rigueur, la passion, la détermination, tomber et se relever, tout donner, ne rien lâcher et toujours avoir l'ambition de l'excellence. Donc, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai vu que je savais m'exprimer, comme tu as dit tout à l'heure, je suis très éloquent. J'ai regardé un peu ce qu'on faisait et je me rappelle, exemple que je peux vous raconter ici, la nouvelle ministre de la Culture, enfin, nouvelle ministre, nouvellement renommée ministre de la Culture, qui était à l'époque garde des Sceaux. Et bah, à l'époque, elle était candidate au municipal dans le 7e en 2008. Et on faisait les pare-brises. Christopher, mon ami qui est ici, connaît ça, puisqu'on va mettre des petites affiches sur les pare-brises avant que les gens se réveillent. Et ben moi, je me réveillais à 5h du matin. J'allais tous les matins à 5h, avant même d'aller à la fac, Ouais. à 8h30, 5h du matin, parce que j'avais noté qu'elle avait dit que ceux qui étaient là dans l'équipe du matin, et ben elle leur ferait un petit déjeuner, un moment avec elle, d'échange d'un quart d'heure. Voilà, je me disais, il faut y aller. Pareil, j'allais partout dans les meetings et à un moment donné, quand j'étais candidat pour être président des jeunes, j'ai fait 555 déplacements en province. Oh. C'est-à-dire que je suis allé à la fois dans des villes comme Tourcoing, que dans des villes comme dans l'Allier, que dans l'Aisne, que dans Cahors. Voilà, j'ai fait le tour de France 3 fois. Donc, je me suis toujours senti à ma place, en réalité. La seule chose, c'était juste comment est-ce que je pouvais me battre pour tenir bon pour mon engagement afin d'arriver au résultat que je voulais obtenir. Parce que c'est pas on fait la route pour faire la route. Comme tu sais toi-même, c'est on fait la route parce que derrière on a des objectifs et des résultats. Et c'est vrai que oui, j'ai compris quelque chose qui était le fait qu'il fait que je travaille 2 fois plus que les autres. Parce que malheureusement, on dira que nous, on nous pardonne rien. Et qu'on nous demande d'ailleurs 2 mots très importants, hein, la crédibilité, premier mot, et la légitimité, deuxième mot. Et donc je me suis dit, en fait, la légitimité, comme en plus je viens d'ailleurs, je n'aurai que sur le terrain. Ah oui. Et en montrant que je suis plus motivé, plus déterminé, plus passionné, que je donne tout, forcément, à un moment donné, ça va taper dans l'œil de quelqu'un et ça va prendre. Et donc c'est comme ça, en fait, que je me suis mis là-dedans. Et donc franchement, quand je m'assois dans un fauteuil et que je regarde, je regarde toujours en me disant, waouh, c'est vrai que j'ai réussi à faire ça.
Mais par contre, je me suis toujours dit, j'ai toujours été à ma place. Et même aujourd'hui, j'ai un peu moins ma vie d'aujourd'hui, Oui. c'est vrai. Mais même aujourd'hui, voilà, c'est aussi une belle histoire d'aventure humaine parce que mes meilleurs amis dans la vie, je les ai rencontrés là-dedans. Si un jour, dans un futur proche ou longtemps, je me mariais, ils seraient témoins à mon mariage. Et en fait, sans cette aventure de vie-là, de faire des campagnes comme les meetings du Trocadéro, la Concorde, Villepinte, mais aussi les échecs, hein. Franchement, quand on a perdu en 2012 contre François Hollande, moi j'ai beaucoup pleuré, hein, parce qu'on pensait gagner. Voilà, mais surtout aussi côtoyer quelqu'un dont j'avais quand même, dès 2007, des posters dans ma chambre. Ah oui, quand même, c'est vrai que C'est du président de la République et que finalement tu deviens quelqu'un qui le côtoie. C'est beau, ça donne aux gens, je dis toujours aux gens, ça donne envie de se dire qu'il faut toujours avoir des rêves. Ouais. Et souvent, je dis aux gens que quand tu as un rêve et que tu racontes ton rêve, et ben si les gens ne rigolent pas, c'est que tu n'as pas rêvé assez fort. Ouais, tout à fait. Moi, je disais à tout le monde que un jour, je rencontrais ce monsieur. Et tout le monde rigolait. Et puis bon, 7 ou 8 ans plus tard, ça s'est fait. Et il aura eu un rôle quand même décisif sur la suite dans ma carrière. Ok. Et du coup, je comprends que tu avais rejoint l'UMP. C'était par rapport au leader ou alors c'est parce que les valeurs prônées par l'UMP te parlaient? Et bah, je pense que c'est un peu des deux. J'aime bien il y a une phrase de Nelson Mandela que j'aime beaucoup qui dit il y a deux choses qui comptent. Il y a la cause et l'incarnation de la cause. Ouais. Par exemple, est-ce que sur la lutte contre le racisme, si tu n'avais pas eu Rosa Parks ou Martin Luther King ou Malcolm X, est-ce que sur la lutte contre l'apartheid, si c'était pas incarné par Nelson Mandela, parce que ce que les gens oublient dans l'histoire de Nelson Mandela, c'est qu'il y avait déjà d'autres gars qui se battaient pour lutter contre la cause de l'apartheid. Mais à partir du moment où il était incarné par quelqu'un comme ça, eh ben, on a tous embrassé ce combat-là. Donc moi, je te dirais, au départ, c'était pas du tout mon truc, parce qu'en fait, d'ailleurs, quand on a fini de débloquer l'université, donc c'était avec des jeunes qui étaient à l'UMP, mais comme on faisait pas de politique dans la fac, ils avaient créé un syndicat, comme je t'ai dit, qui s'appelait Étudiants contre les blocages. Quand ils m'ont dit on est jeunes de l'UMP, en vrai, j'ai dit l'UMP parce que je ne savais pas ce que c'était. Oui. Et après, c'est vrai que sur les valeurs, le travail, le mérite, l'effort, l'égalité des chances, la méritocratie, et à côté, le profil de la personne qui l'incarnait, et ben pour moi, je savais que c'était ma route. Quand je suis allé la première fois à ce meeting-là en 2007, je ne savais pas que je ferais de la politique, mais je savais que si jamais j'avais fait de la politique, ça aurait été dans cette famille politique. Et d'ailleurs, tu vois, en réalité, qui est une grande qualité de ma part, c'est la fidélité. Et ben, ça a été ma seule famille politique. Ce qui fait qu'au final, engagé depuis 2006, nous sommes en 2024. Ben voilà, ça fait bientôt 20 ans que je suis engagé dans cette famille politique de la droite et du centre. À l'UMP d'abord et aux Républicains ensuite. Alors, maintenant que tu m'as dit tout ça, je pense que ce dont je vais te parler, tu le sais. Lorsque j'ai dit j'aimerais faire venir Stéphane Tiki sur le plateau, j'ai des connaissances qui m'ont dit je l'aime pas ce gars. C'est rare. Ah ben je te promets, hein. Ils m'ont dit mais pourquoi tu l'invites ce gars? J'ai dit mais quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Elle m'a dit mais non, je l'aime pas. Et il a des propos assez désobligeants vis-à-vis de la communauté noire, je l'aime pas. Et j'ai creusé. Et ce que j'ai trouvé, c'était le fait que tu t'étais opposé il y a 12 ans, en 2012, au fait que les étrangers puissent voter. Voilà. Alors, je vais te donner ma conviction de la chose. Et tu vas voir, je vais te parler de problème et je vais t'amener la solution. Ouais. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'Afrique. Au lieu que... Et en fait, tout est même révélé dans ce que t'as dit la personne. Au lieu qu'on ait quelqu'un qui dise on a un frère africain qui a réussi l'exploit, parce que j'étais le premier. Non, à cette époque-là, tu n'avais pas encore réussi, en 2012, je ne pense pas. Oui, mais j'étais déjà au bureau politique du parti. Mais même, ça veut dire que j'étais déjà dans les hautes sphères. Ouais. C'est comme dans le sport. J'étais peut-être pas titulaire, mais j'étais déjà dans l'équipe. Ouais. Donc, rien que déjà être dans l'équipe, là, c'était déjà un exploit. Comment est-ce qu'on devrait réfléchir? J'appelle ça le théorème du panier de crabe. Nous qui sommes africains, dès qu'il y en a un des nôtres qui fait quelque chose en lumière, eh ben, on va essayer toujours de trouver ce qui va nous opposer. Moi, en fait, tu sais quoi? Même si demain, on n'avait pas les mêmes convictions, le simple fait de voir ce que tu fais, toi, avec le week-end de l'écrivain, j'aimerais quand même raconter aux gens que moi, je suis venu au week-end de l'écrivain la première fois, sans même savoir qui t'étais. Pourquoi je suis venu? Parce qu'on m'a dit, on a un frère... C'était le jour où je partais en vacances. Oui, justement, oui. Il me semble. Je précise pour que les gens voient qu'il y a le contexte. Mais on m'a dit, on a un frère qui fait un événement. Moi, j'ai pas dit, c'est qui? C'est quoi? C'est pourquoi? Et je pars en vacances aujourd'hui, j'ai dit, hey,
même si je dois venir 1 heure parce qu'il y a un frère qui fait quelque chose, il faut se soutenir et se donner de la force. Et tant qu'en Afrique, on ne réfléchira pas comme ça, et qu'on voudra toujours parler de choses qui nous opposent, et pas de choses qui nous rassemblent, on ne pourra pas avancer. Première chose. En 2012, effectivement, j'étais, en tout cas, un des ceux qui ont porté cette question. Je crois que j'avais fait Europe 1 et j'avais été interrogé sur le droit de vote des étrangers. Et je vais même te dire un truc. Il faut que tu rigoles encore plus. Nous sommes en 2024. Oui. Et je n'ai pas changé de position. Je suis toujours opposé au droit de vote des étrangers. J'ai essayé d'expliquer cette chose qui est pourtant une chose assez simple. Et d'ailleurs, il n'y a que ici que ça pose un débat. Quand tu es citoyen camerounais, les Tchadiens ne votent pas à l'élection. Quand tu es citoyen... Vrai ou pas? Non, si tu es citoyen camerounais aujourd'hui, Sénégalais, Tchadiens, Congolais ne votent pas à l'élection. Si tu es citoyen congolais de Brazzaville, le Congo-Kinshasa, séparé par ce fleuve, ne vote pas. Le Camerounais ne vote pas. L'Ivoirien ne vote pas. Donc moi, je considère que quand tu es citoyen camerounais, en France, tu ne peux pas voter à l'élection dans un pays qui n'est pas ton pays. Et ce n'est pas que je suis contre le droit de vote des étrangers. Je considère que le droit de vote appartient à la citoyenneté. Donc, si tu veux voter à une élection, évidemment, il faut que tu t'engages, tu deviens citoyen du pays et tu votes. Et ce que je dis là, par rapport à ce détracteur, peut paraître aberrant, mais demain, tu es citoyen camerounais, tu ne votes pas à l'élection entre Joe Biden et Kamala Harris. Parce que sinon, dans ce cas-là, va voter en Norvège, en Suisse, va voter en Corée du Sud, va voter en Russie. Tu votes dans le pays dans lequel tu acquiers la citoyenneté. Et moi, je considère qu'à partir de ce moment-là, tu peux voter partout. Mais je vois évidemment la route des détracteurs qui disent que j'ai proposé des obligeances sur la communauté. D'abord, c'est un raccourci assez facile, parce que qui dit contre le vote des étrangers, ça veut aussi dire que l'étranger peut être norvégien, suédois, américain, mexicain, et ils n'appartiennent pas à la communauté. Voilà. C'est juste pour simplement expliquer aux gens, qui peuvent être des gens de la Roumanie, par exemple, qui sont aussi étrangers, pour qu'ils puissent avoir l'accès au vote, il faut devenir citoyen français. Et je trouve que c'est important, la citoyenneté, que chaque pays a ses facéties, comme on dit, son histoire, sa culture. Et à partir du moment où, et évidemment, je sais aussi le revers de la pièce, puisque moi aussi, je l'ai expérimenté, en disant, oui, mais est-ce que peut-être si tu payes des impôts, est-ce que tu peux voter aux élections locales? Et moi, je trouve encore une fois que payer des impôts dans un pays, c'est une forme d'engagement, mais il faut aller plus loin pour devenir citoyen du pays. Parce que quand tu es propriétaire d'un établissement ici, tu participes à la vie économique du pays. Donc c'est normal que tu t'intéresses qui va être ton maire. Mais comme on dit chez nous, et tu vas rigoler, l'appétit vient en mangeant. Si tu as un droit de vote aux élections locales, on sait que tu vas demander des municipales, puis après les régionales. Et puis tu vas dire, mais attendez, si je vote déjà au municipal, au régional, au départemental, pourquoi je vote pas à la présidentielle? C'est comme ça qu'on fait la route. Et on connaît la route déjà avant. Donc moi, je dis simplement, je ne suis pas contre le droit de vote de tel ou tel. Ce n'est pas pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Et d'ailleurs, je ne dois pas être totalement fou dans mon histoire, puisque dans le reste des pays du monde, d'ailleurs, et si je pouvais taquiner celui qui m'a à mon tour taquiné, je lui dirais, si tu dis que je dis des mots désobligeants à la communauté, tu considères donc... Nous, Valère et moi qui sommes originaires du Cameroun, tu considères donc qu'un Sénégalais ou un Tchadien, le Tchad, pays limitrophe au Cameroun, pour ceux qui ne savent pas, tu considères donc qu'un Tchadien qui n'a pas le droit de vote au Cameroun, c'est aussi une insulte à la communauté. Ou tu considères de l'autre côté qu'un Camerounais qui n'a pas le droit de vote au Tchad, c'est aussi une insulte à la communauté. Non, je considère que les Tchadiens votent pour le Tchad, les Camerounais votent pour le Cameroun. Tout simplement. Au moins... c'est clair. Moi, c'était important qu'on revienne là-dessus. Tout à l'heure, tu dis le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique. Avant de poser ma question, j'aimerais que tu développes d'abord. Oui, je vais développer parce que je trouve que l'Afrique, pour moi, est un territoire d'opportunité. Là, je rentre de la Côte d'Ivoire. Je suis toujours... j'ai fait une conférence avec 700 étudiants à l'université. Je suis toujours autant admiratif du talent de la jeunesse africaine, passionnée, talentueuse, déterminée. Je suis aussi toujours étonné par la qualité des infrastructures, parce que toujours on parle des choses qui ne vont pas bien. Moi, j'aimerais mettre en avant des choses qui vont bien. Et je trouve juste que pour que l'Afrique se développe,
peut-être qu'on pourrait tenter quelque chose, c'est tenter un chemin ou une route dans lequel on parle plutôt de choses qu'on a en commun, de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous différencient. Quand je vois par exemple le combat que l'on mène contre certains des diasporas qui veulent rentrer alors qu'on partage une seule chose en commun, l'amour du pays, une deuxième chose en commun, l'amour du continent, une troisième chose en commun, l'ambition de développer économiquement ce continent qu'on aime tant, et qu'on voit tous les combats qu'on met sur la tête des gens qui veulent rentrer, alors qu'il y a d'autres gens qui ne viennent pas de ce continent et qui rentrent beaucoup plus facilement dans ces pays-là, et ben moi je trouve ça dommage, et j'ai un théorème que j'appelle le théorème du panier de crabe. C'est un théorème dans lequel dès qu'il y a quelqu'un qui est africain qui monte, et ben malheureusement, c'est son propre frère du continent qui va essayer de deux choses. Soit il va essayer de banaliser ça en disant « Ah, moi je sais, hein, une fois j'ai dit à quelqu'un que j'avais réussi exprès d'être président des jeunes de l'UMP, et on m'a répondu « Oui, de toute façon, il fallait bien qu'il y ait un noir un jour, donc on t'a mis toi, quoi. » Voilà, c'est 8 ans d'engagement, de terrain, de déplacement. Tu dis « Bah, ok, mais... » Bah, en tout cas, même si c'était ça, au moins c'est moi. Et deuxième exemple, c'est toujours dans ça. Donc, soit on va banaliser ça en disant oui, bon, enfin, il fallait mettre en noir, t'as mis toi. Soit on va dire, ah, de toute façon, vraiment, président des jeunes de l'UMP, même c'est quoi. On va dénigrer le truc. Bon, de toute façon, il était contre nous, il pensait ça. Voilà. Et alors, moi, je pense que, au contraire, il faut. Moi, alors, je fais partie de gens qui croient en l'addition des talents. Et je me dis, si quelqu'un fait quelque chose de bien, et même si il n'est pas, à l'époque, en tout cas, de ma famille politique, voilà, et moi j'ai des copains comme, par exemple, des gens qui étaient à gauche, comme Rost, qui est un super copain, Fodé Silla, qui est quand même un des fondateurs d'SOS Racisme, mais qui a toujours été de gauche, a toujours été mon grand frère. Pape Diouf a été un de mes mentors. Donc, en fait, c'était pour te montrer que, d'abord, moi, j'ai beau être... enfin, fait toute ma carrière dans la même famille politique à l'UMP, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est d'accord avec tout ce que fait le parti. On n'est pas non plus des bénis oui-oui. Donc, je considère déjà que, pour moi, on est d'accord, un peu comme le mariage, je suis d'accord avec 50,1%. Et de l'autre côté, s'il y a des gens qui sont dans d'autres familles politiques qui ne sont pas la tienne au départ, mais qui s'en sortent et qui réussissent, et ben c'est bien, c'est inspirant, ça donne de l'énergie et on en est fiers. Et moi, à chaque fois que voilà, j'ai vu quelqu'un de notre communauté s'en sortir, ça a toujours été une fierté. J'ai été un des accompagnateurs, par exemple, de ma grande sœur Elisabeth Moreno, en étant à ses côtés. N'empêche qu'on n'a jamais été dans la même famille politique, mais je l'ai accompagnée parce que c'est d'abord ma grande sœur, et puis parce qu'on en revient au mot de départ. Moi, je fais pas ça pour faire ça pour la gloire ou pour les titres, je fais ça parce que j'ai envie d'être impactant. Et donc, s'il y a quelqu'un à côté de nous, avec nous, qui a la capacité, comme elle était ministre de l'égalité des chances et d'égalité homme-femme, de faire un impact pour lutter contre le racisme, pour aider les nôtres et pour essayer de montrer qu'elle veut promouvoir l'égalité des chances et la méritocratie, en réalité, il faut l'accompagner. Donc moi, ça a toujours été ma vocation, accompagner les gens qui sont impactants. Mon ami qui est ici, Christopher Domba, est adjoint au maire de Melun et il s'occupe des affaires africaines de Renaissance. À chaque fois qu'il a fallu être à ses côtés dans un déplacement sur le terrain, voilà, on fait tout ensemble et on a une équipe, on est toujours une dizaine, les mêmes sur le terrain. Donc nous, on n'est pas dans la soustraction, on n'est pas dans la division, on n'est pas dans qui prend la place de tel. On est dans l'addition et surtout on est dans la multiplication des talents qui font que même des gens avec qui on n'a rien en commun, pas le même parcours, pas la même histoire, et finalement même peut-être pas le même résultat, mais avec qui on se dit qu'on a une seule ambition, c'est faire ensemble, et ben on additionne des talents et on a compris que tous ensemble on est plus forts. Tout ça pour te dire que mon frère Valère, moi je suis persuadé que je veux que, tu vois, depuis que je suis né, on me dit que l'Afrique c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. Et ben moi j'ai pas envie qu'on répète à mes enfants que l'Afrique c'est le continent d'aujourd'hui et de demain. J'ai envie que ce soit le continent d'aujourd'hui et que le continent dans lequel les gens qui travaillent puissent vivre à leur faim. Que les enfants puissent avoir des jobs et des salaires à la hauteur de ce que l'éducation que les parents leur ont donné et qui dépassent même leurs parents. Et pour ça, moi, je pense qu'il faut qu'on parle plutôt de cette complémentarité, des choses qu'on a en commun, et finalement arrêter de nous opposer les uns avec les autres, arrêter d'opposer le nord et le sud et le sud, et se faire confiance, c'est important. Et d'ailleurs, nous, on bâtit des ponts, et je te parlerai un peu de mon activité après, mais au niveau du patronat, je bâtis des ponts entre le nord et le sud. Mais tu sais quoi, mon cher Valère, je bâtis aussi des ponts entre le sud et le sud. J'ai la capacité d'installer une boîte congolaise à Kinshasa, à Yaoundé aujourd'hui, ou une boîte sénégalaise qu'on pourrait installer à Abidjan, parce qu'il faut faire aussi ce sud-sud. Pourquoi le sud-sud ne marche pas à la hauteur de ce qu'on pense au départ ? Parce qu'on ne se fait pas assez confiance. Mais est-ce que le fait qu'on ne se fasse pas assez confiance, c'est pas pour rien. Je vais être un peu trash. C'est un peu, c'est un peu ma marque de fabrique. Donc, ne le prends pas personnellement.
je vais quand même mettre la voix des sans-voix, c'est que quand on revient dans l'histoire, on se rend compte que nos gouvernants ont très souvent été choisis, compte tenu du passé colonial et le néocolonialisme, ont très souvent été choisis comme étant des administrateurs de la France en Afrique. Voilà. Et d'aucuns pensent que Stéphane Tiki, en tant qu'homme politique en France, qui très souvent est en Afrique, se rangerait dans ce même ordre d'idées-là. C'est-à-dire peut-être que, bon, puisqu'on se dit, bon, c'est un noir qui vient, bon, il nous ressemble, donc on aura tendance à lui faire confiance, alors que non, Stéphane Tiki, quand il vient en Afrique, c'est pour défendre les intérêts de la France. Toi, tu répondrais quoi à ça? Alors attends, je sépare les deux questions. Mhm. Je vais t'expliquer pourquoi. Je n'élude pas la question, évidemment, je vais y répondre. C'est pas ça le problème, mon frère. Mhm. Aujourd'hui, oublions Stéphane Tiki. Mhm. Un Sénégalais à qui tu apportes un projet parce que tu es Camerounais Mhm. va moins te faire confiance qu'à un Américain. Oui, on est d'accord. C'est pas une question de colonialisme, néocolonialisme de la France tout court. Et c'est pour ça que je veux aussi parler d'un mot qui est important dont on ne parle pas assez chez nous. C'est le mot responsabilité. Ne défaussons pas nos responsabilités sur les autres. C'est pas la faute des autres, c'est nous. Demain, un Tchadien, nous on est originaire du Cameroun, qui va monter une affaire au Cameroun, tu vas faire plus confiance à peut-être un Chinois qu'à un Tchadien qui est à côté. Là, c'est pas Valère, c'est pas Stéphane Tiki, c'est pas la France. C'est parce que on va pas se faire confiance entre le Sud et le Sud, dès le départ de la route. Qui fait qu'on va parler de choses qui nous opposent, de choses qui nous séparent, au lieu de se dire qu'on va parler de choses qui nous rassemblent. Et d'ailleurs, quand quelqu'un à la diaspora veut rentrer, souvent ils ont du mal. Et là, c'est pas Stéphane Tiki, c'est pas Valère, c'est pas la France, c'est parce qu'on a la défiance et on a la méfiance qui fait qu'on a. D'ailleurs, je vais te dire quelque chose qui va choquer un peu les gens. Mais allez, on est là pour choquer les gens. On m'a dit qu'on est là pour tirer. Alors on tire à balles réelles. J'ai rencontré la dernière fois un Sénégalais Oui. dans un projet d'entrepreneuriat à Dakar. Et il m'a dit, frère, j'ai créé la boîte, mais je me suis mis numéro 2. J'ai mis un blanc numéro 1. Oui, c'est récurrent ça. Parce que le blanc, il rentre là où je ne peux pas rentrer. Hmm. Est-ce que là, c'est la faute de la France? Est-ce que c'est la faute du colonialisme? Est-ce que c'est la faute de Stéphane Tiki ou de Valère? Non, c'est parce que... Et je lui ai même dit, ah bah dis donc, est-ce que tu imagines le même truc renversé en France? Ça n'existerait pas. Mais parce qu'on ne se fait pas assez confiance. Donc, première réponse à la question. Quand je dis que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est ça la première réponse à la question. Deuxième chose. Moi, jusqu'à la preuve du contraire, je ne travaillais pas pour l'État français. J'ai jamais été ministre en France. Je ne travaillais pas pour le gouvernement français. Donc, quand je viens quelque part, je ne viens pas pour défendre, en tout cas au départ, les intérêts de la France. C'est possible de travailler à l'UMP et de ne pas travailler pour la France? J'ai adhéré à l'UMP parce que c'était une conviction politique. Mais c'est pas pour autant que je n'ai pas de mandat représentatif français. Un député français qui va dans un pays, il représente la France. Il a l'écharpe tricolore. Moi, j'ai jamais été élu français, dans tous les cas. Je suis amoureux de la France, bien sûr. Et je dis souvent aux gens, j'aime la France et j'aime l'Afrique comme j'aime mon père et ma mère. Parce que la France fait partie de mon histoire, de mon ADN, depuis toujours. Puisque mes grands-parents, même déjà... avaient participé à la guerre 39-45 du côté de la France. Donc moi, j'ai une histoire familiale avec la France, bien sûr. Et j'ai une histoire familiale avec l'Afrique, puisque c'est là où je suis né et j'ai grandi. Donc pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et j'aime l'un comme l'autre. Donc c'est vrai que si tu attaques la France, eh ben, naturellement, je vais la défendre. Et si tu attaques l'Afrique, naturellement, je vais la défendre aussi. Mais moi, je t'assure, quand je vais sur le continent africain, je vais pour développer économiquement l'Afrique. Je ne suis pas là pour venir faire pour la promotion de la France. Ouais. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Et franchement, ils le font... Tant bien que mal. Voilà. J'allais même dire, ils le font peut-être pas aussi bien qu'ils devraient le faire. Puisque d'ailleurs, ça se voit sur le terrain. Mais moi, ce que je veux dire aux gens, c'est d'ailleurs que quand je vais en Afrique, je ne vais pas pour faire de la politique, moi. Moi, je fais de la diplomatie économique. Je vais pour implanter des boîtes. Je vais pour faire du business. Je vais expliquer aux gens
comme a fait notre frère qui a fait son événement il y a quelques jours, investir au pays, Mhm. avec une réussite incroyable, il faut le féliciter là-dessus. Moi, quand je vais dans les pays du continent, c'est pour expliquer pourquoi il faut investir au pays. Mhm. Pourquoi le pays il est rentable. Pourquoi le pays il est fiable. Et en quoi on peut apporter une valeur ajoutée pour développer économiquement le pays, qui fait que si la boîte elle vient, on va embaucher des locaux, on va créer des emplois, on va augmenter les salaires, on va améliorer le quotidien des gens qui viennent et on apporte une réalité concrète. Mhm. Moi, c'est ça que je fais pour les pays. Maintenant, si c'est une boîte française qui le fait, eh ben c'est tant mieux. C'est du gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour la boîte, gagnant pour le pays et gagnant pour la France qui apporte du concret. Mhm. Voilà. D'accord. Et justement, on reste dans le truc de le problème de l'Afrique. C'est l'Afrique. Récemment, j'ai lu un livre écrit par le grand frère Jules Domché, PDG de Vox Africa Europe. Et dans ce livre, il faisait état du fait que la France dépense en Afrique plus de 200 millions d'euros chaque année pour informer l'Afrique. Voilà, ça c'est ce qui est marqué dans son livre. Et il posait la question suivante, qui est celle de savoir qu'est-ce que la France gagnerait à dépenser autant d'argent pour informer les Africains. La suite, c'est quoi? La suite, c'est que cet argent est dépensé pour influencer l'opinion publique afin de servir les intérêts de la France. Jusqu'ici, c'est normal. Maintenant, derrière ça se cache un tableau de l'Afrique qui est très souvent dépeint de manière plutôt péjorative. Ce qui fait que, comme le dit un grand penseur, le peuple qui aura gagné la bataille économique sera le peuple qui aura réussi à imposer sa culture comme étant la meilleure. Ok. Donc, est-ce que lorsque la France dépeint un tableau assez péjoratif de l'Afrique, sachant qu'elle a la main mise un peu partout en Afrique, on peut même parler du cas du président, l'actuel président en Côte d'Ivoire. On sait, les médias ont eu un rôle assez important là-dessus, en tout cas de ce qui est écrit dans ce livre-là. Est-ce que ce n'est pas un facteur qui fait en sorte que, quelque part, en Afrique, on manque cette cohésion-là? Est-ce que dire que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique, ça ne retire pas la responsabilité, sans pour autant retirer celle des Africains, ça ne retire pas la responsabilité d'un pays tel que la France sur ce qui se passe en Afrique? En fait, je trouve que c'est une très très bonne question, mais qui a énormément de réponses. D'abord, je n'aurais peut-être pas la bonne réponse parce que je n'ai pas la science infuse, mais en réalité, moi je trouve que l'Afrique n'est pas la femme de la France. L'Afrique n'est pas non plus la femme de la Chine. Et l'Afrique n'est pas non plus la femme de la Russie. L'Afrique devait être l'Afrique, et pas être toujours affiliée à quelqu'un. Parce que l'Afrique est un continent indépendant qui ne dépend pas d'un tel ou d'un tel. À la question que tu me poses, par rapport à l'information, est-ce que ça me choque? Non. Est-ce que, je vais réfléchir à haute voix, est-ce que, avec ce qui se passe en Afrique, la Chine ne communique pas beaucoup sur ce qui se passe avec l'Afrique? La Chine, elle communique. La preuve, elle a même fait un sommet Chine-Afrique. Tout à fait, oui. Est-ce que l'Italie ne communique pas sur l'Afrique? L'Italie a organisé récemment. Or, d'ailleurs, je te rappelle que Giorgia Meloni, elle est vue du côté très droite de la droite, à la tête de l'Italie, organiser un sommet Italie-Afrique. Est-ce que la Russie ne communique pas sur l'Afrique? Il semblerait même que la Russie paye des gens pour faire la promo en Afrique. Est-ce que la France ne paye pas de l'argent pour communiquer sur l'Afrique? Finalement, certainement. Mais pas moins qu'un autre, en réalité. Est-ce que les Américains ne le font pas? Ils le font aussi. D'ailleurs, ce que je veux dire à mes frères africains, et tu vas avoir d'où la responsabilité, et pour que tu rigoles aussi, les derniers sommets, ok? Amérique, Afrique. États-Unis africains, pour que tout le monde comprenne. Chine,
Afrique. France, Afrique. Italie, Afrique. Quel est le point commun? L'Afrique. Voilà. Quelle est la solution? Qui est le continent d'aujourd'hui de demain? C'est l'Afrique. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve qu'on ne s'en est pas assez rendu compte. Maintenant, pour te taquiner un peu plus, tu me disais que dans tel pays, les présidents, la France, tout ça. Pardon de te dire que l'autre côté marche aussi. Je te rappelle les années 60. Je pense d'ailleurs qu'il y a quelqu'un dont je ne citerai pas le nom qui a fait un média il y a quelques jours qui expliquait que ce sont les présidents africains qui finançaient les campagnes des candidats présidentielles françaises. On pense qu'on sait de qui il s'agit. Et je ne parlerai pas d'ici parce que je ne suis pas là pour faire sa promo. Mais c'était juste pour te dire que, a priori, la relation, d'ailleurs une relation, hein, si j'aime Valère et que Valère m'aime et qu'on est en relation, c'est que ça marche dans les deux sens. Donc, maintenant, il y a deux choses. Que chacun essaie de s'améliorer. En fait, moi, je ne suis pas choqué parce que chacun mette de l'argent pour améliorer son image, parce qu'il a envie d'avoir des parts de marché. Ça s'appelle de la communication et de la médiatisation. Je te prends un exemple. Moi, je suis fan du Paris Saint-Germain. Et si je mets de l'argent pour améliorer l'image du Paris Saint-Germain sur le continent africain parce que j'aime mon club, et parce que je suis en concurrence avec l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le FC Rennes, voilà, bon bref, oui, c'est normal. Chacun essaie d'être le plus compétitif sur le marché pour être celui qui va être choisi. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'on appelle la règle de la concurrence. Donc, moi, je suis pour la concurrence pure et parfaite. Que chacun se batte et qu'on choisisse les meilleurs. Donc, que chacun mette les moyens qu'il veut pour essayer d'être le meilleur sur le terrain. Oui, moi, je trouve ça normal. Voilà. Maintenant, moi, j'aime bien une phrase de Général de Gaulle qui disait que l'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est à nous aussi qui sommes africains de savoir ceux qu'on choisit, qui vont apporter les meilleurs projets pour œuvrer au développement économique du continent africain. Voilà. Et c'est à nous de choisir aussi l'histoire qu'on a envie de raconter. Et moi, tu sais quoi? Allez, je vais choquer un peu les gens. Il faut que nous sortions de cette relation émotionnelle et affective avec la France. Et il faut que nous sortions de cette relation émotionnelle et affective avec les autres pays. J'ai mis la France en premier parce que l'affection et l'émotionnel est d'abord plus importante puisqu'on a la même langue et on a une histoire en commun. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, elle n'a pas besoin d'aide au pluriel. Elle n'a pas besoin qu'on la prenne par la main. L'Afrique, elle a besoin de business et de développement économique. Et moi, ce que je rêve, c'est que on prenne les meilleurs projets qui viennent pour œuvrer au développement économique du continent. Évidemment, si le projet il est français, moi j'aime la France, j'en serais ravi. Mais si le projet il est anglais, américain, chinois ou autre, et que ça va dans le sens du continent, on prend les meilleurs projets. Et d'ailleurs, pour montrer à mes frères français, et aussi à mes frères africains, que j'essaie d'être cohérent avec moi-même, si Valère, qui a un parcours de médecin au départ de la route, avait le projet le plus révolutionnaire dans la médecine aujourd'hui, et qui sont en compétition avec des Français, des Américains, des Chinois, est-ce qu'il serait choisi parce qu'il est Camerounais d'origine, parce qu'il est allé avec le Cameroun? Non. Il serait choisi parce que c'est les meilleurs des projets. Et demain, les entreprises françaises, anglaises, américaines, chinoises, italiennes, il faut que le continent se dise que comme il est le continent d'aujourd'hui et de demain, et que tout le monde veut venir sur le continent, États-Unis, Afrique, Italie, Afrique, France, Afrique, Co. Il faut qu'ils se rendent compte qu'on a la capacité de pouvoir choisir qui sont les meilleurs. Et on fait les choix qui sont les nôtres parce qu'on pense que ça va œuvrer dans le sens du développement du continent. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'intervention de la France en Libye, il y a quelques années? Alors, première chose importante, c'était pas l'intervention de la France. C'était l'intervention au départ sur la demande d'intervention française, mais validée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sont les casques bleus qui ont intervenu en Libye. La France n'est pas partie toute seule en attendant en Libye. Écoute, moi, je suis toujours un peu plus en retrait sur ce genre de questions, parce que je considère que on va critiquer un tel ou un tel par rapport à ce qui s'est passé, et en même temps, quand tu regardes ce qui s'est passé aujourd'hui avec toute cette région-là, l'État islamique, le terrorisme, voilà. Moi, je pense que
il faut laisser à chacun des pays la liberté de faire ce qu'il fait dans son pays. Voilà, moi je crois en la souveraineté. D'ailleurs, ça peut faire un peu d'humour et d'ironie par rapport à mon détracteur du départ. Ça montre que je suis cohérent avec moi-même. Je crois en la souveraineté des pays. Voilà. Et si certains pays choisissent tel ou tel à la tête de leur pays et que les gens le vivent bien, voilà. Et qui on est, nous, pour dire dans un tel pays, on n'aimerait pas que ce soit lui, on veut que ce soit un tel. On n'aimerait pas lui, on aimerait un tel. Voilà. Chacun doit respecter le vote du peuple, qui est pour moi souverain, et la volonté du pays. Voilà. Après, évidemment, si c'est des pays dans lesquels on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas validées par le droit international, comme le viol des femmes, l'éradication de la population, et que la communauté internationale juge, parce qu'il y a des gens qui décident de ça, d'intervenir parce qu'ils considèrent qu'il faut sauver les gens sur place. Voilà. Mais moi, je considère que aujourd'hui, tant la Libye qu'ailleurs, quelqu'un m'a dit la dernière fois, pour te montrer que c'est pas une fuite de la question, mais on m'a dit, mais qui est-ce que tu aurais préféré entre Trump et Obama? En vrai, moi, je suis pas américain. Chacun va voter. C'est vrai qu'au début, moi, c'était Obama. Mais celui qui a succédé à Obama, d'ailleurs, totalement aberrant, parce qu'Obama, les premiers noirs, est président des États-Unis. C'était un beau scandale aussi pour l'histoire. Mais celui qui a succédé, c'est quand même Donald Trump. Donc voilà, est-ce qu'on va me poser la question de savoir est-ce que Donald Trump était plus légitime que Barack Obama? Ils ont été élus tous les deux. Donc chaque peuple a la capacité de pouvoir décider de ce qui se passe chez soi, et c'est plutôt bien comme ça. Il faut respecter la souveraineté des pays, la citoyenneté. D'accord. Ok. Et je te pose toutes ces questions parce que c'est l'une des rares fois que j'ai quelqu'un qui a autant poussé sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses des coups d'État en Afrique en ce moment? C'est quoi ta lecture de la chose? Je préfère dire ça comme ça. J'ai pas de lecture au départ du coup d'État. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on essaie d'implanter les entreprises qui vont aller dans les pays. Et c'est vrai qu'au départ, en tout cas, le coup d'État n'est pas forcément toujours un signal rassurant. Puisqu'en fait, la boîte qui s'installe, elle a deux mots importants. La rentabilité et la fiabilité. Celui qui s'installe, il a envie de savoir si dans le pays dans lequel il va s'installer, c'est un pays dans lequel il y a une stabilité, puisque évidemment tu dépends des institutions dans lesquelles tu vas. Après, moi, je n'ai pas voilà, moi je travaille avec tous ceux qui sont les décideurs dans le pays, avec l'ambition d'œuvrer dans le pays. Voilà, et je trouve que, alors je ne me dérobe pas du tout, mais je considère que le problème de la société aujourd'hui, c'est que on a des gens qui ont toujours réponse à tout. Moi, c'est pas mon cas. Je considère que, voilà, je n'ai pas la vision de tout ce qui se passe dans les pays. On a la vision parce qu'on se renseigne comme toi, on lit des livres, on écoute des documentaires, on écoute ce qui se dit, mais après, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les pays? On peut pas savoir. Voilà, et en vrai, le plus important, c'est que les gens se sentent bien dans les pays dans lesquels ils sont. S'ils se sentent mieux après un coup d'État, ou avant un coup d'État, ou sans coup d'État, évidemment, moi je préfère, et ça je le dis, et comme ça les choses sont dites, évidemment la voie de l'élection, qui est pour moi la voie la plus naturelle pour amener un dirigeant à prendre le pouvoir. Maintenant, après, ce qui se passe sur le terrain, il faut être sur place pour savoir comment ça se passe et ce que vivent les gens. Et le plus important, c'est que, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est la volonté du peuple. Et quand je vois ce qui se passe au Sénégal, et je vois que les gens sont heureux avec le nouveau président. Donc voilà, certains aussi vont vous dire qu'ils sont plus heureux aujourd'hui avec ce qui se passe au Gabon. Voilà, chacun, moi, midi à sa porte. Moi, je suis un observateur lointain, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment œuvrer à développer économiquement les pays. Et pour les développer économiquement, les entrepreneurs et les entreprises, attention, moi je représente des entreprises francophones, pas françaises. Donc j'ai 88 pays qui sont des pays comme le Canada, des pays comme la France évidemment, des pays aussi comme l'Argentine, des pays comme le Qatar et 40 pays du continent africain. Benoît, les questions qu'elle me pose en général, c'est comment on peut faire pour s'installer là-bas. Est-ce que le pays est fiable? Parce qu'il y a aussi une question que si tu t'installes, et ça tu le sais encore mieux que moi, tu t'installes dans un pays, tu vis avec ta famille, ta femme et tes enfants, coup d'État, des risques, armée, bouleversement, guerre, peut-être mort, donc tu as quand même cette question de dire... Et puis le business, est-ce que on va pouvoir travailler après ou pas? Donc c'est des questions assez importantes. D'accord, ça tombe bien parce que je voulais vraiment, on parle vraiment de la politique à ton volet, à ta casquette d'entrepreneur. Et comme transition, j'aimerais te poser la question de savoir comment est-ce que un entrepreneur devrait... Non, avant d'aller jusque-là. Sur quoi, selon toi, il faudrait le plus miser pour développer un pays? La politique ou l'économie? Pour moi, il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Pour moi, l'économie, pour moi, est le cœur du réacteur de la fusée.
Moi, je crois beaucoup en l'économie parce que à partir du moment où les gens ont un pouvoir d'achat, ils ont une capacité de pouvoir bien manger, bien boire, nourrir leur famille, avoir accès à des loisirs comme la culture. Et ben tout ça, tu ne peux y avoir accès que quand tu as suffisamment de pouvoir d'achat. Donc pour moi, l'économie est au cœur de la fusée. Et pour moi, la fusée, elle est économie et politique. Pas ou politique, parce que les politiques ont besoin des résultats économiques. C'est-à-dire que dans un pays où, le Ghana par exemple, où tu as des forts taux de croissance, mais que cette forte taux de croissance se transforme aussi en fort taux de développement humain, et ben les pays vivent mieux. Parce que ce sont les politiques qui portent les pouvoirs de l'économie, en disant dans tel ou tel pays, on a réussi à baisser le chômage, on a embauché tel nombre de jeunes, on a créé des fonds qui vont financer les PME pour financer la jeunesse. Donc on a besoin des deux. Voilà, donc c'est politique et économie. Parce qu'en fait, en réfléchissant même à ta question, je te dirais aussi que l'économie marche aussi dans un pays dans lequel il y a une stabilité. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu as un pays auquel il n'y a pas de stabilité, où il n'y a pas de fiabilité, où c'est risqué d'investir, les gens ne vont pas forcément aller dans les pays dans lesquels c'est risqué d'investir. Ils vont dans les pays dans lesquels, pour eux, c'est stable et c'est rentable d'investir. Donc pour moi, c'est économie et politique doivent travailler les uns et les autres main dans la main. Justement, et comment est-ce que l'entrepreneur devrait être... Un exemple, Oui. juste pardon, le Rwanda, Oui. où le président Kagame a quand même permis, quelque chose que moi je trouve exceptionnel, je ne sais pas si les gens sont au courant ici, mais il a quand même permis qu'au Conseil des ministres, on ait le patronat. Mhm. Et ben moi je trouve que le patronat, qui est la force économique d'un pays, les avoir au Conseil des ministres pour parler d'économie avec tous ceux qui sont autour de la table, et ben je trouve ça bien. Mhm. Voilà. Pour moi, c'est économie et politique. Je te donne un dernier exemple. Je rentre de Brazzaville, où le président Sassou Nguesso a créé, avec d'autres, une entité qui s'appelle le FIGA, qui est le Fonds de développement économique qui permet de financer les PME pour la jeunesse. Et ben, les deux ensemble, je trouve ça... Voilà, c'est l'un et l'autre ensemble. D'accord. Et donc, comment... Parce qu'en général, les entrepreneurs, en général, ils ne veulent pas s'afficher avec les politiciens, ne veulent même pas être l'ami des politiciens en général. Et sauf que moi, je reste de plus en plus convaincu que c'est compliqué de construire, d'avoir des capitaines d'industrie sans qu'il y ait un lien avec le politicien. J'ai eu à étudier l'histoire de la France. Des entreprises telles que Elf ont été possibles parce que quelque part, il y a des hommes de loi de la politique qui ont dû mettre la main dessus. Ma question est celle de savoir comment est-ce qu'un entrepreneur devrait jongler avec le politicien pour s'en sortir, sans pour autant se faire bouffer. Non, mais en fait, pour moi, l'entrepreneur doit avoir quelque chose. Là, on n'est pas dans une histoire... je reviens sur ma phrase de tout à l'heure. Oui. On n'est pas dans une histoire d'émotionnel. C'est pas est-ce que tu aimes ou tu aimes pas. Là, aimer, c'est émotionnel. Ouais. C'est pas est-ce que tu es ami ou pas ami. On est encore dans un sentiment émotionnel. Nous, on est dans qu'est-ce qui est rentable ou pas rentable. Et ben moi, je t'apporte quelque chose et je le vis dans ma vie au quotidien. Quand tu veux t'installer, et on en a planté des centaines de boîtes dans des pays, si tu n'es pas soutenu par les décideurs locaux dans des pays, tu arrives toujours à une situation de blocage. Mais peut-être qu'il faut avoir un mot important qu'on n'a pas encore utilisé, l'humilité de dire que on ne connaît pas tous les pays. Demain, Valère veut s'implanter à Singapour. Tu ne connais pas l'économie de Singapour. Tu ne connais pas le système de vie de Singapour. Donc, même si tu as le meilleur projet, eh ben, mon cher Valère, il va falloir que tu te bases sur ce que j'appelle, moi, c'est pas les politiques, c'est les décideurs de Singapour qui vont te dire, voilà, tu veux bosser sur un projet de voiture électrique, par exemple. Et ben, il y a un ministre qui est en charge de tout ce qui est transport, qui va t'expliquer comment se développe le pays et comment on peut mettre en place ces voitures électriques. Et ben, y aller sans lui, c'est déjà te tirer une balle dans le pied. Tout à fait. Donc, tu es obligé d'aller avec lui en disant, voilà. Et puis même, moi, je trouve ça beau d'arriver dans un pays qui n'est pas ton pays et de dire aux gens qui sont locaux, attention, le narratif est différent. On ne vient pas développer ton pays, on ne vient pas changer ton pays, on vient être une valeur ajoutée ou un atout au développement de ton pays. Et donc, aller voir, pas forcément un politique, même, pourquoi parler forcément de politique? Parlons même de l'administration. Ouais. Parce que finalement, mon cher Valère, les politiques, ils changent. L'administration, il reste. Tout à fait, c'est vrai. D'ailleurs, récemment, ici en France, dans un rapport, on disait que des gens qui sont aujourd'hui à Bercy, au ministère, sont les mêmes qui étaient à Bercy sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande. C'est-à-dire que les ministres, ils ont changé. Hein, mais le personnel reste là. Mais l'administration ne bouge pas. Donc moi, je ne dis pas aller voir des politiques, aller voir les administrations qui font que... Et moi, chez moi, évidemment, au sein du groupement du patronat, ça va être
les chambres de commerce, les patronats, ces acteurs économiques qui vont vous expliquer pourquoi, et même les acteurs économiques aussi, les acteurs d'administration, donc dans les ministères, qui vont vous dire, voilà, moi je dirige telle ou telle chose, et même aller plus loin, les élus locaux. Par exemple, les présidents des maires, qui font que, par exemple, demain tu veux t'installer au Cameroun, et ben il y a quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Augustin Tamba, qui est président des maires du Cameroun, non pas parce qu'il est politique qui compte, parce que si demain je veux implanter, on revient sur les voitures électriques, une voiture électrique à Ebolova. Ouais. Moi, je connais pas Ebolova. Est-ce qu'il y a des routes suffisamment praticables pour des voitures électriques? Je ne peux pas le savoir. Comment je vais savoir? Eh ben, je vais présenter quelqu'un qui est président des maires, qui lui va mettre en lien avec le maire d'Ebolova, qui va me dire, voilà le besoin que j'ai avec l'offre que tu as. Et ça, ce que je vous dis là, c'est pas pour faire de la politique, encore une fois. C'est pour être dans votre business plan, pour rentabiliser votre offre, qui font que vous avez plus de résultats demain. Parce que si tu ne rencontres pas les élus locaux, ou tu ne rencontres pas la personne qui gère la ville, ben tu te plantes. Et mon cher Valère, tu sais très bien toi-même que ce sont les mêmes qui vont dire après qu'ils veulent rentrer. Ah, on est allé, c'était compliqué, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas. C'est ce qu'avant d'aller, tu as étudié le marché. D'ailleurs, nous, on a un mot qu'on utilise beaucoup, 2 mots, intelligence économique, qui nous permet de comprendre les besoins, offres et demandes. Très important. Donc, avant qu'on amène quelqu'un sur le continent, d'abord, on étudie le marché, de savoir si c'est rentable qu'ils viennent. Parce que, encore une fois, le but, c'est que les gens y viennent et qu'ils s'en sortent. C'est pas que les gens y viennent. Et je revenais sur l'humilité pour dire aussi à tous les nôtres qui veulent repartir, important, il y a des gens qui sont sur le continent, des capitaines d'industrie, et qui s'en sortent. Tout à fait. Arrêtez de penser que là-bas, on vous attend, comme le Messie, parce que vous avez fait tel outil, telle réussite, telle sorte. Voilà, venez avec de l'humilité pour apporter une valeur ajoutée. Donc, je termine ta question. Importance de comprendre l'étude de marché, l'intelligence économique qui permet d'analyser le marché. Et derrière, une fois que tu as analysé le marché, et ben bim, tu viens sur le pays et ça marche mieux. Parce que justement, tu as pu étudier des besoins du marché. Tout à fait. Et donc, on va rentrer à fond dans ta casquette d'entrepreneur. À fond? Parce que là, on n'était pas à fond. On était encore sur la transition, tu vois. Moi, je transpire déjà. Hein. Il m'a beaucoup tiré. Hein. C'est quoi l'entrepreneuriat pour toi? Entrepreneuriat, un projet, une équipe, une passion, une détermination. D'accord, ok. Et parlons de Shabbat Consulting. Déjà, c'est quoi concrètement? Eh bien, Shabbat Consulting est né il y a un peu plus d'1 an et demi. C'est une entreprise que j'ai créée avec d'autres personnes. Où on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin sur le continent pour accompagner des porteurs de projets. Justement, ça rebondit sur la question précédente. C'est peut-être justement qu'on a vu qu'il y a trop de gens qui allaient sur le continent et qui revenaient 2 semaines après en disant, ou qui nous appelaient en disant, oui, nous on est allés, mais ça marche pas, on n'a pas les bonnes personnes, on n'a pas les bons contacts et on n'arrive pas à s'en sortir. Qu'on a justement décidé de créer cette entreprise-là qui va accompagner les porteurs de projets dans les domaines qui sont les leurs, la santé, la tech, la formation, le numérique, l'agriculture, agrotech, agrobusiness et autres, le sport. Et on va les connecter avec les décideurs des pays et les acteurs économiques pour que justement les projets puissent marcher. Nous, on est vraiment un facilitateur économique. D'accord. On ne te garantit pas la réussite de ton projet, mais on te garantit de parler avec les meilleures personnes pour que ton projet puisse réussir. Et on te garantit aussi le gain de temps. Tu connais ça encore mieux que moi, Valère. Pas qu'on dise que le projet est en cours de quand tu ne sais pas où est le projet. Et ben nous, on va te mettre autour de la table la personne qui va décider avec toi. À toi de la convaincre pour que ça marche bien. Mais elle te reçoit. Tu peux échanger avec elle et tu gagnes du temps. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça veut dire que tu as précisé, je mets une petite emphase dessus. C'est sud-sud et nord-sud. Ok. Tous les acteurs économiques, peu importe d'où ils viennent, qui veulent s'implanter sur le continent africain, nous on les accompagne en les connectant avec les bonnes personnes. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, c'est quoi les résultats? Tu dois avec quoi comme résultat aujourd'hui? Écoute, les résultats sont bons. On a 100, 150... Bon, ça veut rien dire en termes de chiffres. J'y arrive. Ok. Si tu me laissais terminer, on a 150 boîtes qu'on a déjà installées sur le continent africain depuis plus d'1 année. Donc, les résultats sont plutôt satisfaisants.
Oui, 150 boîtes. En combien de temps? En 1 an et demi? 1 an et demi. Ouais, c'est énorme quand même. Voilà. D'où la réalité qui fait que je suis sur le terrain, moi. Ouais. Tous les Et 15 jours, beaucoup sur le terrain. je suis en Afrique et j'amène les boîtes et je connecte les dirigeants et les décideurs. Et on essaie de faciliter l'offre et la demande, on crée des opportunités, on bâtit des ponts entre l'offre et la demande. Donc voilà, c'est déjà bien. Et lorsqu'on mène une vie comme la tienne, c'est quoi ton plus gros challenge au quotidien? Mon plus gros challenge, voilà, vous avez peut-être la question la plus difficile à laquelle je dois répondre. Non, je n'ai pas de... Voilà, on est là pour... les gens, en fait, mon plus gros challenge, je dirais, c'est la confiance. En vrai, les gens, ils viennent parce que Stephen Tiki, c'est une marque aujourd'hui qui a fait ses preuves, toujours dans la crédibilité, dans la confiance et avec l'exigence du résultat, avec deux autres mots importants, l'ambition d'excellence. Donc mon plus gros challenge, c'est que les gens qui viennent, que j'accompagne, soient contents de ce que là on les a amenés à la hauteur des ambitions et de l'espoir qu'ils avaient et de l'impact qu'on peut leur apporter. Voilà, donc pour l'instant ça se passe bien. Et après, je dirais passer plus de temps aussi avec ma famille et mes proches, ce qui est un exercice un peu difficile puisque je suis quand même pas très souvent là. Ouais. Voilà, mais non, mais c'est la vie que j'ai choisi de mener, donc je ne me plains pas. Je suis heureux, je rêvais d'être impactant pour améliorer le quotidien des gens. Quand on installe des boîtes, eh ben on améliore le quotidien de l'entrepreneur qui va s'implanter. On améliore aussi le quotidien des gens dans le pays qui vont être embauchés, qui derrière vont avoir un nouveau pouvoir d'achat. Et on améliore le quotidien des gens qui vivent dans le pays. Donc, c'est vraiment du gagnant. Donc, moi, je suis très heureux de cette vie-là. Mais oui, on est toujours dans une culture de l'exigence, une culture de l'excellence et une ambition de faire les choses bien parce qu'on sait que de toute façon, nous, malheureusement, on ne nous pardonne rien. Donc, il faut qu'on soit bon et qu'on soit exigeant et qu'on soit rigoureux et qu'on soit excellent pour que les gens aient envie de voir. Et puis, moi, j'ai vraiment envie d'améliorer l'image de l'Afrique en France et même améliorer aussi l'image de la France en Afrique parce que il y a beaucoup de gens qui font du mal à la France en Afrique et il y a aussi d'autres personnes qui viennent avec des projets concrets, sérieux, qui peuvent améliorer l'image et pareil, améliorer aussi l'image de l'Afrique en France pour montrer qu'on n'a pas besoin d'aide, on a besoin de business, de développement économique qui c'est pas une relation émotionnelle, c'est une relation rationnelle. Et pour quelqu'un qui souhaite s'implanter en Afrique, quel est le conseil que je lui donnerais? Eh ben, je lui dirais, écoute, il faut sauter. Saute à l'eau tout de suite. L'Afrique, c'est le continent de demain. Comment? Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu développes un projet en France, si tu crées l'iPhone 17, ici, il y aura tout de suite quelqu'un qui va créer dans quelques mois l'iPhone 18. C'est vrai. Si tu crées un projet sur le continent, d'abord, tu auras une base de marché qu'on appelle le monopole, qui passera après sur un duopole, un oligopole et un marché de la concurrence. Donc, tu as le temps de rentabiliser ce que tu vas faire. Tu as un continent ici, l'Europe, qui est un continent déjà développé, dans lequel chaque chose que tu vas créer va être un plus. Tu as un continent qui est aujourd'hui à développer, dans lequel il y a des milliards de choses à faire. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est le challenge. C'est la capacité de s'engager dans une cause dans laquelle on n'est jamais sûr qu'on aura les résultats de demain. Mais on va mettre tous les atouts de notre côté pour que ce soit rentable. Et il y a énormément de choses à faire dans l'agriculture, dans la formation, auprès de la jeunesse, dans le numérique, dans l'écologie, dans la reforestation, dans la santé, dans la tech, dans le sport. Il y a tout. Voilà. Il y a tout. Donc, si tu as des projets aujourd'hui, prends le risque. Viens dans un continent dans lequel il y a des besoins, dans lequel tu peux changer la vie des gens, dans lequel tu peux améliorer le quotidien, dans lequel tu vas aussi gagner. Tu viens pas pour faire du bénévolat, tu viens gagner. Mais ce que moi je dis aux gens que j'accompagne, c'est qui est très important, c'est que comprenez que quand vous venez pour gagner, l'Afrique doit aussi gagner. C'est ça le plus important. Et après, voilà, il n'y a pas de... Souvent on me dit, est-ce que celui qui est de la diaspora, il doit rentrer? Moi, j'aime pas le mot devoir. Il n'y a pas de devoir, t'as pas de dette. Chacun doit contribuer avec sa force, avec sa valeur ajoutée, à ce qu'il peut apporter. Voilà. Il n'y a pas de petite victoire, il n'y a que des victoires. Si tu es passé de 0 à 1, c'est déjà un pas, c'est une victoire. Donc, moi, je dis aux gens, franchement, l'Afrique aujourd'hui, ça bouge. Le Rwanda, c'est comme la Silicon Valley, l'agenda de la Côte d'Ivoire, la qualité des routes, la qualité des stades, la qualité de l'infrastructure. Il y a énormément de choses à faire. Quand tu vois des pays aujourd'hui, même, j'étais allé il y a quelques temps au Gabon, enfin, il y a énormément de potentiel sur le continent africain. Donc, les amis, ceux qui sont des passionnés, des ambitieux, des investisseurs, venez investir au pays pour faire la publicité à mon frère Philippe Simo. Mais venez investir au pays parce que d'abord, les pays, ils ont besoin de vous. On a besoin que les talents du continent viennent œuvrer pour le continent. Et d'ailleurs aussi parce que vous allez œuvrer à améliorer le quotidien des gens. Et surtout, très important, je sais, quand on est entrepreneur, vous allez gagner. Mais pensez simplement qu'en gagnant,
vous devez aussi faire gagner le continent. C'est important de le rappeler, c'est bien que tu le fasses. Et quelle est la différence fondamentale que tu trouves entre les entrepreneurs qui sont en Europe et ceux qui sont en Afrique? Et le deuxième volet de la question serait, qu'est-ce que tu penses que les entrepreneurs qui s'implantent en Afrique devraient copier sur les entrepreneurs qui sont en Europe? Pour moi, c'est différent. C'est totalement différent parce qu'il y a deux réalités de terrain différentes. Moi, je trouve que l'entrepreneur africain qui réussit en Afrique, il a quand même plus de chances de réussir en Europe que l'entrepreneur européen qui réussit en Europe qui va s'implanter en Afrique. Métaphore un peu drôle pour faire un peu d'humour. En hiver, en France, ça va surprendre personne, il neige. Jusque-là, personne n'est surpris. En revanche, et Christopher va rigoler aussi, mais en revanche, quand il neige à Paris, c'est tout l'établissement qui est paniqué. On attendait les infos, breaking news, il neige, le métro ne fonctionne pas, il neige, les bus ne fonctionnent pas, les voitures ne circulent pas, il neige. Et ben les amis, en Afrique, je citerai Valère, on a grandi au Cameroun, souvent dans des conditions où on n'avait pas l'eau et l'électricité. Mais on s'en sort. C'est vrai. Voilà la différence entre les deux. L'entrepreneur africain, il est né souvent sans électricité et sans l'eau. Et il s'en sort. Il va pas se plaindre que ça marche pas. Il va trouver des solutions pour s'en sortir. L'entrepreneur européen, et ben lui, il neige, il est paniqué. Il va s'en sortir, certes, mais il est paniqué. Tout ça pour dire quoi? Mais ça rejoint ce que je disais au début de la conversation. Peut-être que celui qui est ici, il a plus de confort. De ce fait-là, dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, ben, il n'est pas habitué. Non. Donc, il panique. L'entrepreneur africain, justement, il est né pour conquérir, lui. Parce que justement, il part de rien. Donc, même quand il y a des choses qui ne marchent pas, il dit que dans tous les cas, on va faire comment? On va s'en sortir, non? Est-ce qu'on a d'autres choix? Donc, pour moi, voilà. Et s'il y avait des choses qui devaient prendre, parce que c'est important, et moi aussi, hein, je le dis pour que les choses soient claires, je m'inspire beaucoup de ce que font les autres, parce qu'en fait, j'aime bien cette phrase qui dit qu'on est 90% des gens qui nous entourent le plus. Donc, si l'entrepreneur africain devrait copier quelque chose sur l'entrepreneur européen, je dirais, allez, on va s'auto-taquiner un peu, le sens de l'heure, quand même. C'est dur. La rigueur. Et si l'entrepreneur européen devait copier quelque chose sur les entrepreneurs africains, parce que tu vois, tu ne m'avais pas posé la question, mais moi je mets l'autre côté parce que c'est la réciprocité, c'est savoir que peu importe les difficultés, quand on doit s'en sortir, on s'en sort toujours. Voilà, et qu'il n'y a pas une difficulté qui peut nous dépasser, parce que on va y arriver. Même si c'est dur, comment là, comme on dit chez nous, si on ne rentre pas par la porte, on rentre par la fenêtre. C'est vrai, parce que souvent l'entrepreneur que tu amènes, qui n'est pas d'Afrique, quand il arrive sur la réalité du terrain du continent, il peut être un peu... ah ouais, mais c'est compliqué. Et quand je dis entrepreneur européen, allez, mettons un peu de piment, mon cher Valère. L'entrepreneur de la diaspora aussi. Parce qu'entrepreneur de la diaspora qui a quitté le continent il y a 20 ans et qui n'est pas revenu et qui rentre la première fois, dès l'aéroport, il est bousculé. Donc, humilité pour l'entrepreneur européen, la capacité à traverser et à résoudre des problèmes, et la capacité d'être comme le caméléon, s'adapter partout. Et l'entrepreneur africain, je dirais rigueur, passion, et je dirais professionnalisme et détermination. Je fais le rêve, tu m'as pas posé la question, mais je vous la porte. Je fais le rêve qu'on puisse accompagner nos entrepreneurs africains pour qu'ils comprennent l'intérêt de passer et de sortir enfin de cette économie informelle à l'économie formelle, qui est une économie qui les protégerait mieux. Assurance, salaire, amélioration du quotidien. Et qui rentrerait dans la case, c'est pour ça que tu as vu que j'ai fait la transition, de professionnaliser cet entrepreneur africain. Et je demande aussi, ici, je profite de cette antenne, à tous ceux qui nous gouvernent sur le continent africain, et à tous les parents qui nous écoutent, 2 choses. Indulgence. Dans un pays où, et je taquine Valère, nos parents veulent que tu sois forcément... médecin. Ou ingénieur. Vous avez vu, finalement, c'est moi qui tire. Médecin, avocat, ingénieur. T'as pas fait le bac S. Ouh là là.
Et ben aujourd'hui, avec des STG, des STI, tant d'autres filières, ça fait des jeunes brillants. Parce que chacun a un talent et une passion. Ne brimez pas les enfants en les mettant dans des filières dans lesquelles vous aurez rêvé de faire ou parce que vous avez fait. Mettez les enfants dans des filières dans lesquelles ils ont des capacités pour qu'ils puissent écrire leur propre histoire. Ça, c'était sur les parents. Donc, indulgence de donner la capacité et la liberté aux enfants. Si ton enfant est très bon dans le dessin, laisse-le écrire l'histoire, peut-être qu'il devienne le meilleur dessinateur. Ton enfant est très bon dans la cuisine. D'ailleurs, nous, au sein du groupement du patronat, on a une branche qui s'appelle diplomatie culinaire. Laisse-le être le meilleur aujourd'hui dans l'industrie culinaire qui fait que il va être le chef dans lequel tous les gens du monde vont venir. Si ton enfant est fait très bon dans le sport, on a appelé ça d'ailleurs avec un peu d'humour le projet Mbappé ou le projet Léon Marchand. Laisse ces gens aller au bout de leur projet parce que chacun a son talent et chacun a son moment. Et à ceux qui nous gouvernent, pareil, appel du fond du cœur, donner du crédit et de la force et de l'engagement à l'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos jeunes, une fois qu'ils ont rêvé d'être dans le sport et de la musique, ils veulent faire de la politique. Malheureusement, la politique, d'ailleurs, ça en commun avec le sport et la musique, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tout à fait. Et il y a une autre voie, justement, où vous pouvez être, et j'aime beaucoup le mot de Valère, et c'est ça que je rêve pour l'Afrique de demain, ce modèle de réussite qui passe par des capitaines d'industrie. Et bien, vous avez la possibilité d'être le capitaine de votre propre équipe. Et bien, créez cette équipe, croyez en vous, construisez cette équipe avec cette route. Et d'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure le mot entrepreneuriat, un mot important que je viens de citer. Qu'on ne vous mente pas, moi je vous dis la vérité, je suis authentique. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai répondu à toutes les questions, donc je suis authentique. L'entrepreneuriat, c'est une aventure collective. On est d'accord. On ne réussit jamais tout seul. Non, je vous le dis. Parce que moi, j'ai souvent vu des gens qui me disaient « Oui, mais pour être entrepreneur, il faut que je réussisse tout seul. » Non. Ça marche pas comme ça. Un projet. Une ambition de développer le projet pour qu'il transforme en réussite concrète. Mais porté par une équipe, un collectif. Entourez-vous de gens qui sont différents de vous pour créer un mot important qui s'appelle la complémentarité. Et sortir de ce vivre ensemble à construire un faire ensemble. Quand on décide de faire ensemble, on sort d'une route dans laquelle on parle de choses qui nous séparent, on parle plutôt de choses qui nous rassemblent parce qu'on est tous les ensemble dans le même objectif commun. Yes sir, il parle comme la Bible, hein. Tout ce qui me reste à dire c'est Amen. Tu as parlé d'équipe. Et pour toi, quel est le meilleur conseil en termes de leadership que tu pourrais donner à quelqu'un? Eh ben, les gens pensent toujours que le leader, c'est celui qui décide tout seul. Mais moi, je pense que le leader, c'est celui qui s'entoure des gens qui sont aussi leaders que lui, avec qui il a de la force. Moi, j'ai une équipe, tant au niveau du groupement du patronat qu'avec Chapa Consulting, incroyable. Christopher, qui est ici d'ailleurs, qui m'accompagne, talent incroyable. Premier africain à être adjoint au maire de Melun. Aujourd'hui, il s'occupe des affaires africaines pour le parti politique qui s'appelle Renaissance. D'ailleurs, vous voyez, il est même pas de ma famille politique de départ. Donc ça montre que on n'est pas dans une route de qui est qui et qui est où, on est dans la route de comment est-ce qu'on va faire avec ton talent et mon talent de faire ensemble. Christopher, pour finir ma phrase, quand lui il se déplace en Afrique en tant qu'adjoint au maire et représentant d'un parti, à la différence de moi, d'ailleurs avec un peu d'ironie, il représente la France. Non, parce que les gens ont souvent pensé que moi, je représentais la France. On a beaucoup pensé. Mais finalement, de nous deux, c'est lui qui représente la France. Moi, au final, je peux représenter, peut-être même que je représente plus le Cameroun, le continent. Mais voilà, j'insiste sur Christopher, pardon, c'est important. C'est pour montrer que moi, je crois en cette génération dans laquelle on dit du bien des autres. Et dans laquelle on est fier des gens qui nous entourent. Parce qu'ils ont aussi fait l'histoire. Peut-être pas la même histoire que nous. Peut-être pas la même route qu'on a fait. Mais ils font l'histoire au quotidien. Et pour moi, ce leadership, c'est pas de dire Stéphane Tiki c'est le meilleur, Stéphane Tiki c'est président des jeunes, qui a été le premier noir à être président des jeunes. Moi, ce que je rêve qu'on dise, c'est Stéphane Tiki, dans tous les domaines où il est entouré de l'excellence. Et d'ailleurs, il va rigoler. Et d'ailleurs, ça me permet d'annoncer quelque chose qu'on a d'ailleurs jamais annoncé à personne. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, parce que du coup, peut-être que ça sortira et qu'on l'aura déjà fait. Mais avec d'autres, on va construire un truc qui s'appellera en tout cas
les rencontres ou les dîners ou les moments de l'excellence dans laquelle on aura les meilleurs qui ont fait l'histoire dans la culture, dans le sport, dans la musique, dans l'économie, dans la diplomatie, dans la politique, et on va tous les rassembler. Donc pour moi, le leadership, c'est pas être fort tout seul, c'est être fort, entouré de gens aussi forts, et entouré de gens même plus forts, qui te donnent l'ambition d'être encore plus fort au quotidien. Donc moi, c'est ce que j'essaie de construire autour de moi, dans toutes mes relations, d'avoir des gens inspirants. Et franchement, on n'a pas parlé du sport, mais je suis fan de Roger Federer, qui est pour moi l'exemple dans le tennis. Et récemment, il y a son reportage qui est sorti sur Amazon, là. Et j'ai vu un truc qui m'a... Quand les sportifs comme ça, ils se blessent, ils mettent des mois et des mois à revenir. Ils jouent même blessés. Oui. Et Roger Federer a expliqué que après certains tournois qu'il a gagnés, il avait même du mal à marcher. Pas à courir, à marcher. Et nous, quand on paye la place pour aller le voir, on s'attend à ce qu'il soit comme Michael Jordan, fédéresque. On ne voit pas la route qu'il fait. Et il y a un mot important sur la relation entre la France, l'Europe, l'Afrique, aussi l'entrepreneuriat, qui est important, qu'on n'a pas encore cité. C'est la résilience. Et moi, je suis admiratif. Et quand j'ai vu ça, je me disais, mais tu te rends compte quand même que lui, il joue blessé. Il a mal au bras. Nadal, les genoux, ils sont en compote. Ouais. Il joue blessé. Il se plaint pas. Et il gagne. Et bah, tu sais quoi? Ça doit inspirer chacun et chacune d'entre nous. Dans ce monde dans lequel on se plaint de tout, on râle tout le temps, on n'est jamais content de rien. Et ben il y a des gens, ils ont des difficultés pires que les nôtres, mais ils ne se plaignent pas. Donc il faut avoir la résilience et l'espoir de la conviction. Donc moi, cette question de leadership, c'est entouré de gens comme ça qui sont leaders. Et voilà, moi j'ai réalisé, j'ai une phrase type que je dis, je rêve ma vie et je vis mes rêves. Et ben tous les jours j'ai des rêves différents. Tu vois, par exemple, dans mes rêves de cette année, et ben j'ai rencontré le président Barack Obama. C'était un rêve que j'avais. Et j'ai vu cette personne et je me suis dit, waouh, quelle inspiration, quelle simplicité, quelle classe et quelle concrétisation. Et tu sais quoi, je te dirais même quelque chose, c'est de fréquenter tous ces gens-là. Mon ami, Teddy Riner, qui a regagné la médaille olympique 2 fois. Inspirant. Il est quand même battu aux dernières Olympiades. Il est 3e. Il revient avec l'âge qu'il a, il gagne. Moi, chaque fois que entouré de gars comme ça, tu te dis, ouais. Là, il y a quelques jours, j'étais pour une inauguration d'un magazine et j'étais avec Tony Parker, qui revient d'ailleurs de Kinshasa, et à qui je parlais d'Afrique, parce qu'on vend. D'ailleurs, moi, tu me disais tout à l'heure, français, tout ça, mais nous, on vend la destination Afrique pour que les gens aillent voir l'Afrique et qu'ils mettent en avant l'Afrique. Tony revient de Kinshasa. Franchement, Tony Parker, voilà, moi, j'ai vu à la télé, j'ai regardé les playoffs, quand il a gagné la NBA, le championnat, et qu'il était MVP et tout ça. Là, le côtoyer, il voit ce qu'il fait aujourd'hui en tant que président de l'ASVEL et ce qu'il fait aussi pour l'Afrique. C'est inspirant. Non, et donc moi, tout ça pour te dire que je veux m'entourer de gens aussi inspirants, qui ont fait l'histoire, qui ont écrit leurs livres et qui nous inspirent au quotidien, parce que finalement, ils ne le savent pas, mais ils nous inspirent. Et quand je vois ces gens-là qui ne dorment pas, et je me dis, moi aussi, je ne peux pas dormir. C'est clair. Donc on a encore tellement de choses à accomplir. Et puis on est Camerounais, il faut quand même qu'on montre que... c'est le continent. Voilà, c'est le continent. Et donc, là, on arrive pratiquement au terme de notre échange. On aurait pu tirer encore. Il y a tellement de choses que j'aimerais tirer. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je dirais... comme le temps, je suis aussi camerounais, de temps en temps j'arrive en retard. C'est quand même un petit défaut, la ponctualité. Après, je suis très dur avec moi-même, parce que je suis aussi un peu dur avec les autres, donc j'essaie d'avoir un peu plus de souplesse. Voilà, je suis très ambitieux, j'ai un peu du mal à savourer mes victoires, parce qu'en fait, chaque fois que je gagne quelque chose, je passe toujours au combat d'après, et je me dis que c'est le moment. Et je trouve que dans mes défauts, je savoure pas assez, ça rejoint la même phrase, mais mes victoires, avec les gens que j'aime, j'aimerais passer plus de temps, mais c'est la vie qui fait ça. Voilà, après,
Après, je trouve que c'est toujours très difficile là, de commenter mes propres défauts moi-même parce que c'est quand même un manque d'objectivité. Mais je pense que dans les défauts qui ressortent, voilà, ça peut être souvent la ponctualité, ça peut être souvent le fait que je sois tellement passionné, donc j'embarque toujours tout le monde avec moi. Voilà, et souvent les gens disent que j'ai un défaut, c'est la confiance, mais moi je trouve que c'est une qualité. Parce que souvent je fais confiance à des gens et j'ai pas toujours le résultat de la confiance que j'ai apportée. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Allez, on va le citer quand même, de Nicolas Sarkozy, qui disait « C'est pas parce que t'es tombé amoureux, que t'as été déçu en amour, que tu retomberais pas amoureux. Et ben moi c'est pareil, c'est pas parce que t'as fait confiance à quelqu'un, que t'as été trahi et que t'as été déçu, que tu dois pas refaire confiance à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour moi mes défauts et ma passion pour le sport. D'accord. Parce que lorsqu'il y a des matchs de Ligue des Champions, ou des matchs de Coupe du Monde, ou même des matchs de championnat. Maintenant que je marche avec ma tablette et mon iPad, j'ai la capacité de mettre le match connecté, je regarde toujours le match, et les gens me disent « Ah, mais tu regardes même le match alors qu'on est en train de dîner ensemble, et on te voit déjà pas souvent, que quand tu es là, tu regardes le match. » Et je leur dis « Bon, c'est une de mes seules passions, donc j'essaie de conjuguer les uns avec les autres ensemble. » Voilà. D'accord, ok. Et du coup, ta plus grosse qualité, du moins que les gens reconnaissent en toi? Je pense que les gens ils disent de moi que j'aime les gens. Je pense que les gens disent de moi que je rassemble les gens. Parce que très souvent, j'arrive à rassembler des gens dans des univers totalement différents, qui n'ont aucun lien commun et aucune histoire en commun. Et je terminerai en disant que je pense que les gens disent de moi que je suis passionné par ce que je fais. Parce que à chaque fois qu'on fait des choses, c'est Christopher, mais on est dans des aventures où on était ensemble à Brazzaville. J'ai emmené 8 personnes à Brazzaville, des gens qui n'étaient jamais venus. Donc j'embarque les gens. Et enfin, dans une de mes qualités, je pense que les gens ils disent qu'ils m'aiment bien, parce que j'ai 2 qualités aussi. Je suis concret et je suis authentique. Yes. Je suis vrai. Je dis les choses. Ok. Ça plaît, ça plaît pas, je fais la route. Et au-delà de tout ça, comment ça se passe avec les femmes? Je l'avais pas venue celle-là. Sans transition. Christopher. SOS. Bah écoute, ça se passe bien. Moi, je vais reposer ma question. Il va me dire alors en ça se tant passe que bien, Camerounais, ça se passe comment? s'il peut dire ce qu'il veut, il y a quand même Non, ça. mais moi... Comment ça se passe avec les femmes? Non, ça se passe bien. Non, ça veut rien dire bien. Ah, d'accord. Voilà. Avec ton statut, la visibilité qu'il y a sur toi, ce que tu fais au quotidien. Frère, c'est une vraie question, ça. Voilà. Ça se passe comment tu gères tout ça, les demandes? Est-ce qu'il y a des demandes, j'imagine, des placements et tout. Est-ce que, voilà. Ouais, comment? Si je réponds à la question, j'ai peur que les femmes qui regardent, je vais avoir des problèmes. Parce que le but, c'est quand même faire la route après. Non, mais c'est vrai que t'es dans une vie où il y a de la notoriété, t'es une personnalité publique, donc évidemment, il y a des demandes. Voilà. Mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est des femmes de valeur, avec un grand V. C'est la femme avec qui tu peux contrôler la route et qui peut être appelée ta mère, tes enfants, avec qui on partage des valeurs. Donc voilà, il y en a quelques-unes. Voilà, mais je n'ai pas encore trouvé la bonne personne. Donc pour le moment, Stéphane est encore à prendre. D'ailleurs, je profite de l'audience parce que tout à l'heure, j'ai dit à Valère que je mets quelqu'un derrière quelqu'un et je suis admiratif du parcours qu'il a parce que quand même, il a d'abord un parcours en tant que médecin qui devient un parcours aujourd'hui entrepreneurial et ce qu'il fait sur le week-end de l'écrivain. Il a d'ailleurs une qualité qu'on partage en commun, c'est cette capacité à donner la parole et à mettre en avant les gens qui font. Moi, j'appelle ça les faiseux, c'est très important. C'est pour ça aussi que je suis à ses côtés aujourd'hui. Et donc, je passe ce message, on n'a pas oublié la route. Mesdames, voilà, moi je suis un cœur à prendre. Je suis célibataire et célibatant. Donc on cherche les bonnes personnes avec qui on peut faire la route, qui nous accompagnent et avec qui croient en cette vie-là qu'on porte et qui peuvent avoir un peu d'indulgence du fait qu'on n'est pas toujours là, puisqu'on est sur le terrain, mais qui nous accompagnent et qui nous donnent la force. Moi je pense que la relation, c'est je t'apporte quelque chose, je m'apporte quelque chose, on met les deux ensemble et on fait la route ensemble. Donc, qu'est-ce qui explique que tu sois encore célibataire? Ça, je comprends pas. Il faut que tu nous expliques. C'est quoi? Il faut que tu ailles te laver au village ou c'est comment? Non, mais ce qui explique que je sois célibataire, c'est que d'abord, j'ai toujours plein de petites relations, mais je cherche la bonne personne qui peut être la mère de mes enfants aujourd'hui, parce que j'ai 37 ans.
Et c'est vrai que c'est un choix, comme je dis souvent, et tu vas rire, l'accent va revenir. Faire l'enfant, là, c'est pas à temps partiel. C'est à temps plein. Jusqu'à la fin de ma vie. Donc, moi, je crois en une relation et une relation qui a jusqu'au bout. Mes parents, ils ont 45 ans de mariage. Ah oui, quand même. C'est ça à quoi moi j'aspire. Ils sont connus ensemble à la fac. Donc moi, c'est ce genre de relation que je cherche. Et mon frère Valais, pour avoir ce genre de relation, faut pas prendre la fille que tu as vue dans la boîte de nuit qui est mignonne, c'est sympathique. Compliqué. Après, tu dis que bon, voilà, faut trouver la bonne personne. Et puis tu sais quoi? Changeons un peu les choses. Et moi, j'ai besoin d'avoir aussi la personne avec qui on prend le temps de se connaître. Le temps de s'apprécier, le temps de construire la route. Mon frère, c'est pas que tu t'investis, tu donnes tout là, tu cours, comme on dit chez nous, tu cours vite et après derrière, échec et tu as tout donné dans le cours, il faut recommencer encore à zéro. Donc moi, je prends le temps. Voilà. Mais, mesdames, le marché, dans un mot que j'aime bien chez moi, il est compétitif. Hein. Et il y a le sang camerounais. La demande est là. La demande est là. L'offre est là aussi. Mais bon, Marie, l'offre et la demande, nous, on veut des niveaux Ligue des Champions. Hein. Voilà. Mais on est ouvert à tout type de projet. Et il y a une question qui est personnelle. C'est une question que je m'étais juré de te poser un jour. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? À une époque, tu avais la grosse touffe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimerais savoir. C'est pas vrai. Écoute, d'ailleurs, je dis ça, mais tu sais que tout le monde m'en parle. Parce que ma première émission de télé, j'ai fait une grosse émission à France 2 sur à vous de convaincre. J'étais avec Roland Dumas, paix à son âme, et Jean-Louis Debré, qui était le président du Conseil constitutionnel. Et j'étais sur France 2, 20h50, j'avais l'afro. Tout le monde disait, mais c'est... Et je disais aux gens, véridique, j'étais amoureux de Jackson 5. Voilà, donc l'afro, c'était mon truc. Bon, après, avec les années, je peux faire deux blagues. Hein. J'allais te dire que j'ai été fan de quelqu'un d'autre qui s'appelle Kobe Bryant. Qui m'a d'ailleurs appris, hein, et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, cette Mamba mentality. Et ben, il a commencé avec l'afro. Et à la fin de sa carrière, en tout cas, il n'avait plus de cheveux. Voilà, donc moi, c'est presque pareil. Je pense que le sérieux fait que après tu fais des coupes sérieuses. Voilà, mais peut-être que je finirai vraiment comme Michael Jordan. Hein. Là, vous voyez comme ça. Ce n'est peut-être qu'une étape avant la prochaine étape. Mais c'est vrai, les gens souvent me disent, mais ouais, mais on se rappelle, t'avais la touffe et tout. Ouais, mais c'est normal. J'étais étudiant, j'avais l'afro. Maintenant, je suis responsable, adulte. Il faut aussi que, bon... Tu sais, mon cher frère, on dit souvent qu'il faut porter l'image que tu veux incarner. Hein. Donc, si tu veux savoir cette image-là, chez nous au pays, on dit qu'il faut avoir la politique de tes ambitions et les ambitions de ta politique. Ça, c'est clair. Donc, ça passe aussi par ce côté, cheveux. D'accord. Et tout le reste. Super. Mais si tu veux me prêter quelques cheveux, je suis preneur. Et d'ailleurs, je vais te tirer aussi en te disant que là, tu as les cheveux. Fais attention. Ça passe vite. Tu peux te retrouver comme ça, plus vite fini comme moi. C'est vrai. En plus, parce que moi, j'étais plus que toi. Ah ben, c'est que tu dis, moi, les lunettes, avant, je me moquais de mon frère, sauf que j'ai une vie pire que la sienne aujourd'hui. Voilà, donc, et c'est vrai que tu as la Savo, parce que on peut faire comme Patrick Bruel, la chanson dit on se donne rendez-vous dans 10 ans. Et que dans 10 ans, on refait l'émission. Et au final, on se retrouve à avoir le même niveau de cheveux. Et je te disais, mon cher frère Valère, je t'avais prévenu. J'espère que tu as savouré. Donc, passe-toi la main dans les cheveux autant que tu veux, parce que moi, je me passe la main et ça repousse plus trop, quand même. Donc, il faut le savourer. Tu vois que dans mes qualités, on pourrait rajouter l'autodérision. Voilà. Ok. Et l'humour. Dernière question. Avant qu'on ne se sépare, imaginons que tu devais aller au restaurant. Et tu m'invites. Ah, en vrai. Normalement, c'est toi qui dois nous tirer. Je sais pas, on souffre alors qu'est-ce que c'est pas possible. Ok, imaginons que tu dois aller au restaurant et que tu devrais inviter 3 personnes vivantes ou décédées. Qui est-ce que tu inviterais? C'est compliqué. C'est compliqué parce que bon, j'ai un peu d'émotion du coup, mais j'ai perdu beaucoup de personnes qui sont importantes. Voilà, mon parrain et ma marraine. Si j'avais la possibilité d'aller les inviter au restaurant, voilà. Je n'hésiterai pas une seule seconde. Je pense aussi... En fait, c'est pas le lieu ici, mais on a tous perdu des gens. Mais ce qui est hyper dur quand même, c'est des gens qu'on a perdus, dont on n'avait pas... Tu sais, quand quelqu'un est malade et que tu le perds, psychologiquement, tu sais qu'il y a une maladie, donc tu sais que c'est le chemin de la maladie. Mais quand c'est brutal. Mais quand c'est des gens qui sont brutals, tu vois, Pape Diouf qui est mort du Covid... Et ben, franchement, si tu me disais aujourd'hui de revivre un moment avec lui, je me rappelle...
C'est lui qui m'a poussé dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, ma carrière, mon engagement, même politique. Il m'a toujours encouragé. Si je pouvais retrouver ne serait-ce qu'un moment avec lui là, de lui dire que, eh ben, tu vois, il était amoureux de l'Europe et l'Afrique. Il a été le premier noir à être président de l'Olympique de Marseille. Et il avait fini sa carrière en tant que journaliste. Et il était en train d'ouvrir une école de journalisme au Sénégal, son pays d'origine. Il bâtissait déjà un pont entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est vrai que, voilà, je le dis pas assez souvent, mais c'est une route qui m'a touché et que je fais aujourd'hui. Et ben, si j'avais la possibilité d'avoir un moment en lui disant, voilà, grand frère, désolé, il y a un peu d'émotion, mais j'y suis, quoi. Je le fais. Et ben, je donnerais tout pour le faire. Voilà. Après, ouais, ces gens qui ont été beaucoup dans ta route, qui t'ont accompagné, qui t'ont soutenu, qui t'ont porté, et que malheureusement, ils sont plus là, et tu sais que de loin, bon, évidemment, on y croit, de l'au-delà, ils voient les routes que tu fais aujourd'hui, mais quand même, tu te dis, ah, s'ils avaient été là, il y a un autre copain à quel je pense, à Mobé. Amobé, mon gars. Donc, voilà, je pense que ces personnes-là qui sont parties, hein, désolé, il a touché une partie un peu émotionnelle. Moi, j'ai un vrai côté émotionnel, je pense que d'ailleurs ça s'est senti là tout d'un coup. Mais ce sont des gens qui ont été importants, parce que souvent, tu vois, les gens ils disent Stéphane, il a réussi. Mais ils oublient surtout de voir tous ceux qui ont été dans la route, qui ont accompagné cette réussite et qui ont, d'ailleurs, je prends l'exemple du diamant, mais qui ont permis de polir la pierre pour que tu puisses voir la route. Et ben en vrai, moi, je serais rien sans ces gens-là. Parce qu'en fait, je te disais tout départ, on s'inspire des gens qui nous accompagnent et qui sont au-dessus. Et moi, ça a toujours été le cas. Et donc, voilà. Et puis, si je vais choisir, bien sûr, au début, ma famille, mes parents et ma sœur, les 3 premières personnes. Si c'était un deuxième restaurant, parce que ça fait 3, mes filleuls, voilà, Ava, Léo, mes neveux et nièces que j'aime tant, voilà, qui sont petits. Et en vrai, tout ce qu'on construit aujourd'hui, c'est pour eux. Parce qu'ils ont 3, 4, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je suis très fusionné avec ma famille et surtout mes neveux et nièces. Et voilà, tout ce qu'on fait là, c'est pour d'abord qu'ils soient fiers, leur montrer que la route, elle est possible et pour qu'eux aussi puissent trouver leur propre route et qu'ils puissent y croire. Voilà, moi souvent j'ai eu des questions difficiles en me disant est-ce que quand on est noir, on peut réussir en France? Est-ce qu'on n'est pas victime de racisme? Est-ce que la route, elle n'est pas compliquée? Est-ce qu'il n'y a pas des préjugés? Bien sûr. Moi, j'ai vécu tout ça. Tous les jours encore, je suis victime de racisme, d'insultes au quotidien, tout ça. Mais c'est pas ça le plus important. Il faut se concentrer sur l'objectif et le résultat de la route. Et c'est pour ça qu'on parlait d'excellence et de rigueur tout à l'heure avec Valère. Parce que c'est pour dire que si on peut être exemplaire et que ça facilite la route et que d'autres gens puissent emprunter cette route parce qu'on a ouvert la route, et ben c'est cette legacy qu'on a envie de transmettre. Donc je t'ai dit mes parents, mes filleuls, et puis voilà, mes meilleurs potes et mes amis et tous les gens qui m'entourent, comme Chris et comme d'autres avec qui on irait manger de la chicoine. Au moins c'est clair, au moins c'est clair. Merci beaucoup Stéphane. Bon, l'équipe, c'est vrai, on a tiré, mais il s'en est plutôt très bien sorti Stéphane. J'ai pas pu réussir à lui tirer un joker, donc ça va. Que tout est bien qui finit bien. Cela étant dit, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. C'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Si ça ne t'a pas plu et que tu n'aimes pas la tête de Stéphane, dis-le en commentaire que tu n'aimes pas sa tête, tu vois. C'est comme ça que ça marche. Et donc, mais si bien sûr tu auras apprécié, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à partager, à pousser un like aussi. Donc, c'était un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Et ben pareil, et ben j'espère que je serai réinvité. Hein. Tu seras réinvité. Ah oui, bien sûr. Il faudra que, bien sûr. On va organiser tout ça. On pourra faire un point et des nouvelles questions et peut-être qu'on fera un point actu. Et je reviendrai marié avec plein d'enfants et peut-être qu'ils seront autour de moi. Et peut-être avec un peu plus de cheveux. Ah non, peut-être pas. Tu sais, il y a un pays, la Turquie quand même. Hein. Voilà. Mais moi aussi dit qu'au Cameroun, on faisait... Mais bon, le Cameroun, on fait tout. Ça, voilà, bon, joker. Faut laisser comme ça. De ma personne personnelle, tu le sais déjà, tu connais la chanson. Si jamais tu souhaites écrire un livre qui impacte en 28 jours top chrono, il y a le programme Plume de Litre qui est là pour te servir. Tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. C'est quand qu'il sort ton livre. C'est pas normal que tu n'aies pas de livre, Stéphane. Non mais attends, frère, là l'accent même est revenu. Tu veux que je me marie, que je fasse des enfants, tu es camerounais, Stéphane. Que j'écrive un livre. Là, je t'ai dit, je vais organiser des rencontres de l'excellence. Le tout, je suis porte-parole du groupement du patronat et chef d'entreprise. Du mec, je veux bien. Mais en vrai, il a raison. Je réfléchis à écrire un livre
qui portera sur cet amour de la France que je porte, moi, du fait de mon histoire personnelle, et parce que en réalité, la France m'a beaucoup donné, quand même. Bien sûr. Parce que souvent, il dit il aime la France. C'est ici, malgré tout, que j'ai été élu président des jeunes de l'UMP, premier parti au pouvoir ici, et toutes mes expériences professionnelles, et mon amour de l'Afrique. Le continent. Le continent. Voilà. Donc j'aimerais écrire un livre sur les deux, sur cette relation rationnelle. Ouais. Et aussi un livre qui soit un livre d'optimisme et d'espoir pour dire que derrière chaque difficulté, on s'en sort. Voilà. Et moi j'ai traversé beaucoup de difficultés. J'ai beaucoup pleuré. Je suis beaucoup tombé. Et 2 personnes, pardon, j'avais oublié ça, mais 2 personnes m'ont énormément marqué. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». Il poursuivait en disant « Ne me jugez pas sur de fois où j'ai gagné. Jugez-moi sur de fois où je suis tombé, je me suis relevé. » Et quand j'ai vu ça, moi aussi je me suis dit « Il faut que j'ai l'audace de faire les choses. » Et le deuxième, c'est John Fitzgerald Kennedy. Parce qu'on a dit tout à l'heure que les problèmes de l'Afrique, c'est l'Afrique. Mais on va terminer en disant que les réussites de l'Afrique aussi, c'est l'Afrique. Il disait « Arrêtons de nous demander ce que notre pays peut faire pour nous. Demandons ce que nous pouvons faire pour notre pays. Alors nous, arrêtons de nous demander ce que notre continent peut faire pour nous. Mais faisons sud-sud et nord-sud. Retroussons-nous les manches, pas les uns ou les autres, les uns avec les autres, comme on est ici avec Valère, pour se donner de la force, afin de développer ce continent qu'on aime tant et qui soit à la hauteur de ce qu'il mérite. » Yes, sir. Tout ce qui me reste à dire, c'est Amen. Donc, cela est dit, Steve Valère Veilla, c'est Stéphane Tiki. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on parle de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Ou s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. de l'écrivain, ceux ouais. qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter. Je suis
immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrit pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire. Laisser un héritage. Écrit pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Mbeko est dans la salle? Oui. Ok, super. Donc,